merci de votre présence pour cette soirée. Deux conférences à l'ordre du jour. La première, Féminisme et multiculturalisme, les paradoxes du débat, animée et présentée par Nadine Plateau, suivie à 20h, 20h15 de la conférence Féminisme et antiracisme, mes combats, avec 4 interlocuteurs de haut vol. En quelques mots, je vais présenter Nadine Plateau. Il y a beaucoup. Tu rajouteras si nécessaire. Co-fondatrice de SOFIA, présidente de la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique et membre de Taillouche. Taillouche qui est ce groupe de réflexion progressiste pour un pluralisme actif, né en 2010 et à l'initiative d'un groupe d'hommes et de femmes d'origine multiculturelle, issus d'immigration. Et je rajouterai que Nadine Plateau est également investie dans le festival de films Elle Tourne depuis de nombreux étés. Voilà. Je te laisse la parole. Merci pour cette aventure déjà, première partie. Voilà. Bon, merci beaucoup de m'avoir introduite comme ça. Merci à vous d'être là nombreux. Alors, on m'a donné une tâche. On m'a donné un titre. Je dis bien donner un titre, mais ce n'est pas le titre que j'aurais choisi. Parce que le titre c'est Féminisme et multiculturalisme, les paradoxes du débat. Et il me semble que ça ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là, en tout cas en ce qui concerne la Belgique ou la communauté française de Belgique. Donc je vais commencer en partant de ce titre-là, et ce qui me donnera l'occasion de parler de l'ouvrage dont c'est le titre, l'ouvrage de Gilly Koon et Xia Langman, qui sont deux chercheuses de l'université de Gand, qui ont écrit un ouvrage et rassemblé des textes sur ce thème, féminisme et multiculturalisme et les paradoxes du débat. Donc ça me donnera l'occasion d'aborder le contenu de cet ouvrage et en même temps de faire ce qu'on m'a demandé de faire, à savoir clarifier un certain nombre de concepts qui sont en vogue actuellement et dont on ne sait pas toujours très bien exactement ce qu'ils veulent dire. Je pense à des termes comme, il y a plateféminisme, il y a post-féminisme, il y a post-colonialisme, il y a intersectionnalisme, etc., etc. Donc là, je vais très rapidement essayer d'un petit peu mettre les choses au clair. Et dans une deuxième partie, j'aimerais bien traiter du sujet que je connais évidemment mieux, qui est mon terrain de travail, qui est le féminisme et peut-être pas le multiculturalisme, parce que vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas trop ce terme. Il ne correspond pas, comme je le disais, à la réalité belge, mais interculturalité, multiculturalité. Là, je parlerai effectivement de ce qui se passe au niveau de notre communauté française. Voilà. Mais d'abord, je voudrais partir de cet ouvrage de Gilly Koon et Xia Langman, intitulé donc Féminisme et multiculturalisme, les paradoxes du débat, et qui fait lui-même référence à un essai qui a été assez connu et assez controversé d'une féministe états-unienne qui s'appelle Susan Hotkin et qui a intitulé son essai, qui est paru en 1999 de manière assez provocatrice, Is multiculturalism bad for women? C'est-à-dire, est-ce que le multiculturalisme est mauvais pour les femmes? Alors, d'abord un petit mot sur le multiculturalisme aux États-Unis. D'ailleurs, en gros, dans la première partie ici, il va s'agir surtout des États-Unis et du monde anglo-saxon, où les choses se passent différemment de chez nous. C'est important de le garder à l'esprit. Aux États-Unis, le multiculturalisme, c'est un mouvement progressiste, un mouvement social progressiste, qui estime que la conception libérale des droits individuels est insuffisante et que ces droits en fait ne garantissent pas l'égalité réelle. C'est le fameux écart entre égalité formelle et égalité réelle. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce mouvement social progressiste. Et comme vous le savez, le multiculturalisme a mené à des accommodements raisonnables pour les minorités religieuses. Ça on sait, la même chose s'est passée en Angleterre, parce qu'évidemment en Angleterre c'est le même milieu anglo-saxon. Alors, quand Hotkin répond à la question est-ce que le multiculturalisme est mauvais pour les femmes, elle répond par l'affirmative. Elle postule par le même fait l'incompatibilité du féminisme et du multiculturalisme, c'est-à-dire du droit des femmes d'une part et du respect des traditions culturelles et religieuses d'autre part. Et donc elle estime qu'il y a conflit entre l'exigence féministe d'égalité entre les femmes et les hommes et les approches multiculturalistes des droits collectifs pour protéger la culture et la tradition. Alors, les auteurs de l'ouvrage rappellent dans leur
représentation que Hodgkin a été vivement critiquée à l'époque où son essai est sorti. Elle a été critiquée pour son essentialisme, elle a été critiquée pour sa vision complètement stéréotypée des cultures et des religions non occidentales. Elle a été critiquée pour son eurocentrisme, c'est-à-dire le fait qu'elle choisisse vraiment comme norme la culture occidentale et que c'est à cette aune-là qu'elle va mesurer les autres et évaluer les autres. Mais elles reconnaissent quand même qu'il y a peut-être un problème quelque part dans ce rapport entre, effectivement, féminisme et multiculturalisme, et elles essayent d'interroger de manière plus fine les rapports entre les deux. Et elles montrent en fait que le désaccord porte essentiellement sur la manière de concevoir les rapports entre sphère privée et sphère publique. Au fond, les multiculturalistes aux États-Unis comme en Angleterre reconnaissent l'égalité dans la sphère publique, c'est dans la sphère privée que les choses se passent autrement, et qu'ils demandent des accommodements en revendiquant le domaine privé comme, je cite, un sanctuaire pour la diversité et l'immunité culturelle. Alors ça porte évidemment sur des questions spécifiques qui sont le mariage, la sexualité, le droit successoral, etc. Et pour les féministes, évidemment, c'est depuis en tout cas la deuxième vague ou la troisième vague des années 70, le lieu de l'oppression des femmes, c'est justement la sphère privée. Voilà. Donc le problème, alors ce que les auteurs de cet ouvrage montrent aussi, c'est qu'en fait, c'est au moment où il y a des négociations entre les représentants des minorités religieuses et les pouvoirs publics, que en fait ce sont des hommes qui représentent leur communauté et les femmes sont absentes, elles sont exclues de ces négociations. Donc en fait tout ce qu'il peut y avoir dans une communauté qui n'est évidemment pas homogène comme conflit et comme inégalité de pouvoir n'apparaissent pas dans ces négociations. Et en fait ce qui arrive finalement, c'est qu'au nom de la culture et de la religion, certains hommes représentent le groupe et entretiennent la discrimination existante liée au genre. Donc pour Shia Longman et Gilly Kuhn, le problème ce sont les fondamentalismes religieux qui, dans un modèle multiculturel, décident d'aspects qui relèvent du droit familial et qui exercent un contrôle renforcé, d'ailleurs pas simplement sur les femmes, mais sur toutes les personnes faibles de la communauté. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point que relèvent les auteurs, c'est qu'il n'y a pas simplement opposition entre multiculturalisme et féminisme, il y a aussi opposition à l'intérieur même du féminisme. Il y a des fractures parmi les féministes. Alors évidemment, ça ne se passe pas seulement aux États-Unis, mais aux États-Unis, ça se passe très très vite, puisque dès les années 70, je vais y arriver dans un moment, on s'aperçoit de très graves fractures. Bon, bien entendu, nous savons parfaitement bien que ce n'est pas parce qu'on partage la même préoccupation d'égalité entre les hommes et les femmes qu'on va choisir les mêmes solutions, les mêmes stratégies. Et la position de Hodgkin, qui est assez claire et qui est caractéristique d'une certaine position féministe, qui est un peu dans la logique, si vous voulez, du choc des civilisations, qui était paru d'ailleurs en 96, je crois, oui, un peu avant le livre d'Hodgkin. Cette position de Hodgkin nie complètement, on est en 90, je dis quoi, Hodgkin, 97, quelque chose comme ça, elle nie complètement tout ce qui s'est passé dans le mouvement féministe pendant les années 70 aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelait le black féminisme, qui était une critique par les féministes noirs à l'encontre du racisme implicite que recèle le mouvement féministe qu'on appelait white middle class feminism, c'est-à-dire le féminisme blanc de classe moyenne, on peut ajouter hétérosexuel, etc., etc. Donc cette critique avait déjà été faite dans les années 70. Voilà. Maintenant je vais quitter les deux auteurs là, et le titre, et je vais embrayer sur le black féminisme et préciser certains concepts comme on me l'a demandé. Donc le black féminisme, c'est un courant féministe, c'est un mouvement de pensée qui critique la position d'autorité, la position dominante du féminisme blanc. Alors je sais que dans les milieux féministes, en tout cas en Belgique et en communauté française, on n'aime pas trop ce terme de féminisme dominant. Je vais y revenir après quand on parlera de la Belgique, comme ça ce sera un petit peu plus clair. Disons, le féminisme dominant, c'est celui qui a des prétentions universalisantes. Adrienne Rich parlait de solipsisme blanc, c'est-à-dire le fait finalement d'universaliser quelque chose qui finalement est une expérience qui ne concerne qu'une partie des gens. Et on universalise en disant, voilà, ici dans le cas du féminisme, toute l'expérience des femmes de classe moyenne blanche a été généralisée en disant, voilà, c'est l'expérience de toutes les femmes aux États-Unis. Et donc ce féminisme blanc, avec ses prétentions universalisantes, et sont nous les femmes qui en fait n'englobaient que des femmes
bien spécifique, ne tient compte ni de l'expérience, ni des savoirs des femmes qui ne sont pas justement ces white middle class feminism. Et donc, le black féminisme se construit à partir de la réalité des femmes africaines, américaines, et c'est pas parce que ce mouvement de pensée critique se construit à partir de femmes africaines, américaines, donc bien précises, bien singulières, qu'il n'y a pas un point de vue universalisable dans la critique. Ça, je trouve que c'est hyper important de se dire que la critique que font les africaines américaines à cette époque-là, c'est une critique que nous pouvons tous reprendre, que toutes les femmes peuvent reprendre au sein du féminisme. C'est qu'il ne faut pas isoler la question du genre, la question de l'égalité homme-femme, des autres rapports de pouvoir. Ça, c'est vraiment le message essentiel. Alors, ce black féminisme apparaît dans les années 70 au sein de petits groupes de féministes militantes. Je pense qu'il y avait par exemple le fameux Combahee River Collective qui a fait un statement en 1977 et il disait, voilà, je vous cite, ça va tout à l'heure dans le sens de ce que je viens de dire, au point de vue de ce point de vue universalisable. Si les femmes noires étaient libres, écrivent-elles, toutes les autres personnes seraient libres aussi, car notre liberté implique la destruction de tous les systèmes d'oppression. Alors, ce black féminisme va se développer aussi dans les universités. Ça, c'est une chose quand même importante, et peut-être un petit peu différente de chez nous en Belgique, ou en tout cas en communauté française, c'est que c'est pas seulement des mouvements militants, c'est aussi des mouvements de réflexion très approfondie, y compris dans les universités, avec toujours des mêmes caractéristiques. La réflexion est toujours militante, c'est-à-dire elle a toujours pour objectif de changer les choses, et c'est une réflexion qui est toujours liée aux théories de la domination. Alors c'est dans ce contexte-là qu'arrive la fameuse intersectionnalité dont on me rabat un peu les oreilles ces temps-ci. Alors celle qui a employé ce mot, qui a développé ce concept s'appelle Kimberlé Crenshaw, qui est une femme absolument extraordinaire. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, tout à fait fabuleuse. C'est une avocate, une militante active aux États-Unis dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle a forgé ce mot pour montrer comment. Donc, elle travaillait vraiment sur le terrain, avec les femmes victimes de violences et dans les programmes de lutte contre les violences faites aux femmes. Et s'est aperçu, en fait, que ces femmes-là, elles n'étaient prises en compte ni par les programmes féministes d'aide aux victimes de la violence, ni par les programmes antiracistes. C'est-à-dire que les programmes féministes d'aide aux femmes victimes de la violence visaient l'autonomie des femmes. Et donc, on se préoccupe que les femmes trouvent un nouvel appartement pour être seules, être autonomes, etc. Or, les femmes noires aux États-Unis n'ont pas les moyens de se payer un appartement et d'autre part, elles ne veulent pas non plus rompre avec leur famille. Donc, les conditions sont extrêmement différentes. Donc, leur problème spécifique n'était pas pris en compte dans ces programmes féministes. Et par ailleurs, dans les programmes antiracistes, là on disait la violence, c'est une affaire de bonne femme, hein, ça c'est pas notre problème. Et voilà, donc l'expérience singulière de ces femmes, qui est à l'intersection, alors on a beaucoup critiqué ce mot à l'intersection, mais je crois que ce qui est important, c'est de redire, c'est que c'est une expérience qui est à la fois en tant que femme et à la fois en tant que femme racisée. Je crois que c'est ça qui est important, et que ces deux choses-là ne sont pas des oppressions qui se cumulent, qui sont séparées, elles s'imbriquent. Et d'ailleurs, c'est toute la question, c'est comme ça qu'on le dit en français souvent maintenant, je vais y arriver, c'est la question de l'imbrication des différentes formes d'oppression. Voilà, ça c'est pour Kimberlé Crenshaw, qui donc a dit qu'il fallait étudier cette expérience de la violence dans son intersection race, genre. Donc race, quand je dis race, évidemment, c'est pas une réalité biologique ou culturelle, c'est évidemment une construction sociale, c'est un opérateur de hiérarchisation, mais qui produit des effets. Donc c'est dans ce sens-là que je le prends. Alors, cette réflexion sur l'intersection des différents systèmes de domination, elle s'est poursuivie aux États-Unis dans le milieu universitaire académique, avec diverses chercheuses. La plus connue, peut-être que vous avez entendu parler, c'est Patricia Hill Collins, qui a développé en 2008 le concept de matrice de domination. Ça donne bien une idée de la matrice de domination qu'elle définit comme l'organisation générale des relations de pouvoir hiérarchiques dans une société. Et donc il y a chez Collins, comme chez d'autres sociologues, comme chez des sociologues françaises des années 70 d'ailleurs, un souci, je dirais, d'universaliser cette pensée de la domination, en pensant le genre parmi ou à côté d'autres formes de domination. Donc le genre, la classe, la race, l'ethnicité, on peut ajouter l'âge, l'orientation sexuelle, etc., représentent chaque fois une disposition particulière des systèmes d'oppression. Et l'idée, c'est que ces dimensions s'imbriquent.
c'est d'ailleurs le mot qu'on va employer en français. D'abord, il faut que je vous dise que ce mot d'intersectionnalité, c'est répandu vraiment comme un feu de poudre. C'est incroyable le succès que ça a eu. Et on a souvent dit que c'était en fait un nouveau mot pour une vieille question, à savoir la question de la domination et des discriminations croisées. On a aussi dit que c'était un mot qui avait beaucoup de succès parce qu'il était suffisamment flou et que tout le monde pouvait en faire ce qu'il voulait, ce qui n'est pas entièrement faux. Et en tout cas, je peux vous dire que si on pense aux institutions internationales, je pense aux Nations Unies, mais je pense aussi aux institutions européennes, c'est aussi un concept qui a fait son chemin dans ces institutions internationales, entre autres parce que des consultants qui ont été invités aux Nations Unies ou en Europe, etc., donc pour les politiques d'égalité des chances, étaient des femmes qui avaient travaillé sur ces concepts d'intersectionnalité. Et donc, juste, je vous rappelle que si on pense politique d'égalité des chances pour l'Europe, donc aussi pour la Belgique, on est passé dans les années 80 de politique d'égalité homme-femme à des politiques de gender mainstreaming, c'est-à-dire d'intégration du genre dans l'ensemble des politiques dans les années 90, à des politiques de diversité à la fin des années 90. Alors, je le signale parce que c'est quand même important, ces glissements sémantiques sont extrêmement révélateurs d'une approche politique qui s'est transformée au cours des années, parce que quand on parle d'égalité, c'est pas la même chose qu'on parle de diversité. En diversité, c'est toutes les cultures, il n'y a pas d'idée de hiérarchie dans la question de la diversité. Voilà, alors, donc c'est juste pour vous dire que cette notion d'intersexualité, je ne vais pas être là-dessus, mais elle a été aussi très fort critiquée par des chercheuses, entre autres des chercheuses en France et en Suisse, parce que c'est un concept relativement vide et qui est surtout dépourvu de sa charge, je dirais, politique, et qui finalement peut servir à lutter des inégalités. En tout cas, c'est un usage qui a été fait comme ça dans les institutions internationales. Bon, alors, parlons maintenant de l'Europe, et plus tardivement, ça arrive très tard, parce que les Français, évidemment, parlant assez peu l'anglais, il faut un certain temps avant que les textes soient traduits ou que les jeunes se mettent à apprendre l'anglais. Donc tout ça arrive très tard, mais le terme qui est utilisé actuellement, je crois, le plus souvent, c'est le terme de imbrication des relations de pouvoir. Et c'est d'ailleurs le titre d'un colloque qui a eu lieu en 2012, à Lausanne, qui était un colloque, c'était le 6e congrès de recherche féministe francophone. Et donc le titre de ce congrès, qui a duré toute une semaine à Lausanne, était « Imbrication des rapports de pouvoir, de poids, discrimination et privilèges de genre, de race, de classe et de sexualité ». Je crois que là vous avez une idée de comment la question est posée aujourd'hui, en tout cas dans les milieux féministes et féministes académiques. Bon, alors cette idée d'imbrication n'est évidemment pas nouvelle, parce que si on pense rien qu'en France, dans les années 70, il y avait des chercheuses françaises qui ont analysé l'oppression des femmes en croisant déjà. Je pense à Kerdoat qui a énormément travaillé sur les ouvrières en usine et qui a montré à quel point la question de la classe sociale et du sexe jouait et s'imbriquait vraiment pour faire que la manière dont elles vivaient l'exploitation capitaliste était totalement différente de celle dont les ouvriers vivaient cette exploitation capitaliste. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu en France. Idem pour l'imbrication race et sexe avec une chercheuse comme Colette Guillaumin qui a travaillé sur ces questions-là. Donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, et je pense depuis les années 2000, c'est que le contexte a changé. C'est l'arrivée dans les milieux académiques de femmes qui sont issues d'immigration et qui pensent, qui écrivent, qui ne sont plus l'objet des études et des recherches, mais qui produisent des savoirs sur l'immigration par exemple, sur toute une série de phénomènes qui les concernent. Il y a toute une nouvelle génération en France, je pense à des femmes comme Nassira Eleni Soudamas, Sarah Ali, et chez nous aussi, il y a des jeunes femmes qui maintenant font des thèses de doctorat, je pense à Ralia Cheloul, je pense à Leila Bachiri, enfin, il y a vraiment une nouvelle génération de femmes qui s'intéressent à ces questions. Et puis d'autre part, il y a aussi, je pense, une prise de conscience, et surtout chez les jeunes femmes, des jeunes universitaires, des jeunes académiques, engagées politiquement, j'insiste, c'est très important. Je pense à des femmes comme Elsa Dorlin ou comme Jules Falquet, qui sont engagées dans des combats anti-impérialistes et anticapitalistes, et qui en fait
ont pris conscience de la nécessité qu'il faut s'appuyer sur un corpus qu'on appelle postcolonial ou décolonial. Postcolonial ou décolonial, ce n'est pas une école de pensée, hein, c'est une démarche de pensée critique et de questionnement. En fait, il s'agit d'un processus de décolonisation des savoirs féministes. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il faut débarrasser ces savoirs féministes de leurs biais classistes, racistes, sexistes. Enfin, pas sexistes, on va commencer pour pas si long, mais on ne sait jamais. Bon, donc en fait, la question, c'est de reconnaître que ces savoirs féministes, en fait, reflètent un point de vue particulier et pas un point de vue universel. Alors, ce qui est très comique, moi je trouve ça toujours très comique, c'est qu'on est en train de faire une critique à l'intérieur du féminisme qui est exactement la critique que les féministes adressaient dans les années 70 au monde patriarcal et au savoir androcentrique. Donc c'est exactement le même mouvement de critique, mais à l'intérieur, cette fois-ci, du féminisme. Donc, voilà. Alors oui, je parlais de Falke et de Dorla, je crois que c'est important aussi de signaler que c'est elles qui sont responsables de publication et de traduction de textes qui sont déjà des grands classiques en anglais et qui n'étaient jamais arrivés jusqu'à nous en français. Par exemple, Falke a proposé la traduction de textes de chicanas et de latinas états-uniennes. Et Dorla fait une anthologie du black féminisme avec de grands textes dans Paris Rebel Collective et tous ces trucs-là. Et je pense à un troisième ouvrage de Azadeh Kian, qui est une française d'origine iranienne, qui, elle, a publié des grands classiques de textes de Leila Ahmed et de Gayatri Chakraborty-Spivak, qui est d'origine indienne, vivant aux États-Unis, etc. Et donc tous ces textes qui sont maintenant regroupés sous le label décolonial, on dit même plus post-colonial, on dit décolonial, je suppose pour mettre l'accent sur le fait qu'il faut décoloniser, nous invite à nous voir toutes comme situées. Alors ça c'est un mot, ça vient aussi de l'anglais, ça vient aussi des États-Unis, situated knowledge, standpoint theory, donc théorie du point de vue, connaître, savoir situer, etc. C'est l'idée de dire que dans tout savoir est ancré dans l'expérience particulière de la personne qui produit ce savoir. Donc nous sommes toujours marqués par notre sexe, notre classe, notre race, notre sexualité, notre ethnicité, etc. Et nous produisons tous des savoirs situés. Ce ne sont pas des savoirs comme ça, objectifs, universels, etc. Mais des savoirs situés, ancrés dans notre histoire, dans nos connaissances, dans nos références personnelles, culturelles, dans notre situation académique et sociale. Je me souviens de Nassira Souleymas disait par exemple que sa position dans le milieu académique n'était pas la même que sa position dans le milieu social, qu'en tant qu'universitaire travaillant au sein de l'université, elle avait un statut valorisé au sein de l'université, donc un statut professionnel valorisé, mais que si elle cherchait un appartement, etc., le fait qu'il ait un nom arabe la mettait dans une autre position que la position qu'elle a dans le milieu académique. Donc c'est de tout ça qu'il faut être conscient pour dénoncer les oppressions et aussi les privilèges. Je pense que ça c'est important parce que finalement c'est peut-être ça qui est le plus neuf, c'est aussi qu'un certain nombre de personnes se rendent compte de leurs privilèges. Voilà. Alors, voilà, tous ces textes qui ont mis au centre la question de la domination, des rapports de domination, des mécanismes entremêlés de domination, c'est une autre expression. Tout ça a vraiment, je pense, mais vraiment renouvelé les recherches féministes et permettre de mieux analyser un certain nombre de phénomènes sociaux, de situations actuelles, par exemple la question de migration féminine, complètement analysée autrement, la question du colonialisme revue aussi, la question des rapports de pouvoir au sein même des luttes féministes, et elle permet aussi de revisiter des concepts qui étaient des concepts acceptés une fois pour toutes dans les milieux féministes. Je pense par exemple l'idée que le travail domestique est aliénant. Bon, le travail domestique aliénant, dans le dernier numéro de Nouvelle Question féministe, il y a un article sur les jeunes lesbiennes maghrébines et qui montre que, en fait, le travail domestique au sein de la famille, c'est quelque chose qui leur permet d'assumer leur homosexualité sans avoir de heurts, sans avoir de cassure avec leur famille. Donc elles restent proches de leur famille. Et c'est une manière, en assumant ce travail domestique, de pouvoir continuer à fonctionner. Voilà, alors on peut discuter là-dessus, mais je trouve que c'est très intéressant. J'en arrive à la deuxième partie de mon exposé.
Et à la question du titre, la féminisme et multiculturalisme, je vous ai dit que ça ne collait pas trop à la réalité en Belgique. Ce qui ne veut pas dire que ces questions-là ne se posent pas. Les questions de multiculturalité ou d'interculturalité, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Et alors, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est d'examiner comment ces questions ont surgi en Belgique et dans quels termes elles sont posées. Ça va être un point de vue tout à fait situé, hein, c'est bien, hein, bien ancré dans mon histoire, c'est-à-dire une femme qui est engagée dans le combat féministe depuis les années 70, mais aussi dans les combats anticolonialistes, anti-tout, anti-capitalistes, anti-impérialistes depuis les années 60. Hein. Donc ça, c'est vraiment mon point de vue situé. Et je voudrais partir d'une journée qui a été organisée en Belgique en 2006, peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici qui y étaient, une journée organisée à Amazon, donc le centre des associations féministes, sur le thème genre et interculturalité pour un débat au sein du mouvement des femmes. Cette journée est importante parce qu'elle a rassemblé vraiment un très grand nombre d'organisations féministes, dont les très représentatives, les grandes organisations, entre autres, genre les conseils des femmes, vie féminine, femmes socialistes, mais aussi des petites associations moins connues, minoritaires, je vais dire dans un moment. Alors, première remarque, il y a un petit peu d'eau, à propos du mot interculturalité. Si le terme a été retenu par les organisatrices de cette journée, c'est parce que c'était le terme qui était en usage, je dirais, dans les milieux institutionnels. En 2004, la ministre Arena, ministre qui était à l'époque ministre fédérale chargée de l'égalité des chances, la ministre a lancé une commission sur le dialogue interculturel. C'était ça le terme qui était utilisé à l'époque. Sur base de 4 thématiques, attention, je vous les donne: la citoyenneté, l'égalité femmes-hommes, la place de la religion dans une société neutre et les règles pour le travail dans les services publics. Donc ça, c'était l'idée d'Arena. Alors cette commission a consulté les représentants de la société civile, dont les associations féministes. Évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est 2004. Alors 2004, pour ceux qui se souviennent, c'est au sommet de la polémique sur l'interdiction ou non des signes conditionnels à l'école. C'est à ce moment-là que la commission Stasi en France remet ses conclusions. Et en Belgique, évidemment, on parle de tout ça. C'est aussi l'époque où le féminisme a commencé à être instrumentalisé chez nous à des fins racistes, surtout en Flandre. Je pense à l'époque il y avait Patrick de Waal, qui était ministre VLD de l'Intérieur, et qui s'était prononcé évidemment pour l'interdiction du voile, afin de combattre l'oppression des femmes dans l'islam. Et il a dit lors d'une interview: tous les hommes sont égaux, mais pas toutes les cultures. C'était vraiment à cette époque. D'ailleurs, les conseils des femmes ont réagi très violemment, le conseil des femmes flamandes aussi, en faisant remarquer que c'était une instrumentalisation vraiment du féminisme, des femmes racistes avec lesquelles elles ne pouvaient absolument pas être d'accord. Donc la ministre Arena, elle ne va pas parler du voile, c'est pas du tout son propos, elle veut élargir le débat, mais d'une certaine manière, ce débat reste quand même un peu prisonnier de ce cadre culturel. L'accent a mis sur la culture, et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, quand on est passé de politique d'égalité à politique de diversité, on est passé d'une approche politique en termes d'égalité, c'est-à-dire aussi égalité économique, socio-économique, à une approche qui renvoie à des différences culturelles qui ne sont pas nécessairement hiérarchisées. Alors, donc, genre et interculturalité, c'est le titre de la journée, c'est le cadre dans lequel les associations sont invitées à venir débattre. Donc, on n'est pas confronté du tout à l'approche négative de Hopkins, est-ce que le multiculturalisme ne fait pour les femmes. L'idée n'était pas du tout ça, l'idée c'était d'ouvrir un espace de débat. Bon, ça c'était le titre. En fait, dans la pratique, c'est quelque chose d'autre qui s'est passé. La question au centre de la journée a été la critique du mouvement des femmes majoritaires par des groupes ou associations de femmes minoritaires. Alors je prends les mots majoritaires et minoritaires au sens où Nouria Wali, qui a écrit un très bon article sur justement les rapports de domination au sein du mouvement des femmes dans le dernier numéro de Nouvelles questions féministes. Elle reprend d'ailleurs la manière dont Colette Guillaumin parle de minoritaires et de majoritaires, donc ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de statut. Les femmes minoritaires, ce sont les femmes qui, en termes de statut, se trouvent dans un rapport d'oppression économique, juridique et de dépendance à l'égard de personnes majoritaires. Voilà. Alors, un petit mot maintenant sur ce fameux féminisme dominant. Je faisais une allusion tout à l'heure.
quand on est ici en communauté française, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de féminisme dominant? Bon, alors ça c'est vraiment ma vision aussi, c'est un peu le résultat des analyses que j'ai essayé de faire quand on a été un peu chamboulé par toutes ces histoires. Bon, le féminisme c'est une nébuleuse, hein. C'est une nébuleuse d'associations, de groupes divers, mais qui ont en commun de vouloir l'égalité des femmes et des hommes. Ce groupe, cette espèce de nébuleuse, comme je disais, s'est constitué, en dépit de sa diversité, de ses divergences, il n'y a pas toujours d'accord, rappelez-vous les combats pour l'avortement, des années 70, il n'y a pas toujours, donc, en dépit de ces divergences, c'est quand même constitué dans un ensemble relativement homogène. Je dis relativement homogène, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les femmes qui le constituent appartiennent en gros au même milieu, c'est-à-dire les milieux classe moyenne ou milieu aisé. Deuxièmement, elles appartiennent à la même origine. Il n'y avait quasiment pas de femmes d'origine immigrée, issues de l'immigration, dans le mouvement féministe. Et puis, troisième élément qui probablement joue un rôle dans l'homogénéité de la relative homogénéité de ce féminisme, ce sont les politiques d'égalité qui sont mises en place à partir des années 80 et qui ont évidemment défini un certain nombre de priorités. Et en définissant ces priorités, elles ont finalement façonné une sorte de féminisme. On appelle ça parfois state féminisme, un féminisme d'État. C'est un féminisme assez réformiste, un féminisme institutionnel qu'il ne faut pas du tout rejeter parce qu'il a eu beaucoup d'effets extrêmement importants pour les femmes. Enfin, c'est un féminisme assez libéral et qui ne remet pas en question fondamentalement, je dirais, les fondements de la société. Voilà. Donc, voilà pourquoi, voilà ce que j'appelle, si vous voulez, le féminisme dominant, c'est ce féminisme-là. Et donc, ce féminisme a contribué à façonner, à diffuser une image un peu dominante, avec une certaine conception du féminisme, et aussi à généraliser une image de la féministe qui serait la femme émancipée sexuellement et active professionnellement. Voilà. Grosso modo, tout le monde était d'accord sur certains points, lutter contre les violences faites aux femmes, assurer les droits reproductifs, et c'est encore des revendications actuelles, supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et évidemment, les femmes minoritaires qui ont exprimé des critiques par rapport à ce féminisme dominant, c'était des femmes migrantes, issues ou bien des filles migrantes, des petites filles migrantes, de majoritairement des femmes issues de l'immigration marocaine et turque, mais il y a aussi des femmes subsahariennes. Et la critique de fond qui était adressée par les représentants de ces groupes minoritaires, c'était de mettre en cause cette position dominante d'un certain féminisme, c'est-à-dire le pouvoir qu'ont certaines d'imposer leur vision et leur représentation à tout le monde en postulant l'universalité de cette vision, alors que ce n'est qu'une vision particulière. C'était la critique du black féminisme. Alors concrètement, ce jour-là, ces femmes minoritaires ont reproché aux associations majoritaires de ne pas les écouter, de considérer leurs problèmes comme des problèmes secondaires. Elles avaient des commissions dans les grandes associations, mais ces commissions, c'était des commissions à part, finalement, qui ne concernaient pas les autres, et de ne pas tenir compte de leurs besoins et de leurs expériences. Que leur problème majeur, ce n'était pas le problème qui était épinglé par les féministes dominantes à l'époque, à savoir l'écart salarial, la discrimination, le plafond de verre, ou bien la fameuse conciliation vie privée, vie professionnelle. C'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, la discrimination à l'école, dont en particulier pour les jeunes femmes qui portent le foulard. À cela s'ajoute le fait qu'elles revendiquaient le droit, en tant que féministes, à définir la voie qu'elles voulaient choisir pour atteindre leur objectif de libération. Leur voie n'étant pas nécessairement celle qui avait été suivie historiquement par les féministes dominantes, puisque certaines considèrent que l'islam les accompagne dans le mouvement d'émancipation. Voilà. Alors ce que cette journée a fait apparaître et a rendu visible, c'est vraiment l'existence de rapports de force, des rapports de pouvoir, de rapports de domination, dirait Nouria Wali, au sein du mouvement des femmes, entre un féminisme majoritaire et un féminisme minoritaire, majoritaire ou dominant, comme je disais, qui avait jusque-là imposé ses objectifs et ses stratégies, peut-être de manière inconsciente, mais enfin, il l'avait fait quand même, et un féminisme minoritaire, qui est désormais rebelle et revendicatif et interpellant. C'est l'expression, moi, qui
qui me semblait bien collé à la réalité, et personnellement, je me suis sentie tout à fait interpellée, interloquée même, je dirais, ébranlée et acculée à repenser le féminisme dont je me revendiquais. Et à cette époque-là, je me souviens que j'ai relu Françoise Collin, une féministe belge qui est morte il y a quelques années, et dont j'aime beaucoup le travail, et entre autres un livre que je vous recommande, Parcours féministe, ce sont des entretiens avec Irène Coffer. Et il y avait une phrase que j'ai trouvée dans ces entretiens, où Françoise Collin dit « L'acte premier est toujours indispensable aujourd'hui du féminisme, c'est la constitution d'espaces d'interpellation, de dialogue, et de confrontation, où il est fait crédit à l'autre dans l'accord ou le désaccord. » Alors ça, je trouvais vraiment une phrase, tout un programme magnifique, je trouve, pour le féminisme. Donc, elle voyait là vraiment la forme constitutive du commun des femmes, donc la possibilité d'une lutte commune. Et depuis, je pense effectivement, et j'essaie avec d'autres de travailler à ça, qu'il faut que nous cultivions ces espaces féministes de rencontres, de dialogue, mais aussi de confrontation, où les divergences peuvent s'exprimer, et peuvent s'exprimer parce qu'il y a un climat de respect mutuel, un climat de confiance et de bienveillance. Très important. Alors, ça c'était en 2006. Nous sommes 10 ans plus tard. Où est-ce qu'on en est ? Bon, évidemment, le climat d'islamophobie ne facilite pas les choses. On a constaté quand même... on a dit que j'étais présidente d'une commission CFFB, donc si je prends rien que le Conseil des femmes francophones, je trouve qu'il y a eu un durcissement dans les positions de cette association, malheureusement. Ce n'est pas le cas de toutes les associations. Par exemple, Vie Féminine, je pense, a toujours estimé que les femmes ont le droit de décider comment elles veulent mener leur émancipation. Et puis je crois qu'il y a pas mal de prises de conscience, mais plus individuelles que collectives au niveau des groupes et des associations, de femmes qui se rendent compte de cette position dominante, à laquelle je faisais allusion, de leur privilège et de la nécessité de travailler à ça et de réfléchir. Mais il y a deux choses positives. D'abord, il y a plus d'associations de femmes minoritaires qu'avant. C'est Nouria Ouali qui relève ça dans son article. Bon, je pense qu'elles ont compris qu'il était nécessaire d'avoir des structures en dehors des structures officielles ou institutionnelles ou du féminisme dominant pour penser leurs propres questions. Et elles font exactement ce que les féministes ont fait quand elles sont sorties des groupes mixtes pour être entre elles et pour sortir des rapports de domination. Donc ça, c'est tout à fait important. Le seul problème, évidemment, c'est qu'il faut organiser la rencontre entre groupes minoritaires et groupes majoritaires. Et là, parfois, l'espace manque ou le temps manque. Deuxième, je dirais, raison de se réjouir, me semble-t-il, c'est que la réflexion féministe se nourrit, en tout cas chez les jeunes, des écrits de celles qui ont critiqué le féminisme. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Donc, ces études intersectionnelles, postcoloniales, décoloniales et compagnie. Et je constate depuis les années 2000, 2010, comme ça, vraiment un accroissement du nombre de mémoires dans les universités, du nombre de thèses de doctorat sur les féminismes minoritaires, sur les nouvelles formes de féminisme. Et tous ces travaux, me semble-t-il, qui s'appuient sur des théories évidemment importées, tout ça vient des États-Unis, mais bon, elles peuvent s'adapter au contexte actuel. Je pense que tout cela peut faire avancer la compréhension des phénomènes sociaux actuels et les tensions au sein du féminisme et dégager des perspectives pour des actions communes. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Cet espace de dialogue dont parlait Colin, que j'appelle de tous mes voeux, on a parfois essayé de le réaliser. Il y a eu des petites actions one-shot. Je dirais, une fois en 2007, il y a eu une participation au forum social d'un petit groupe de femmes qui s'étaient vraiment rencontrées de manière croisée pour participer à ce forum. Il y a eu une participation au forum contre l'islamophobie l'an dernier, mais bon, ce sont des actions one-shot et il n'y a pas encore un espace, je dirais, de confrontation assez large ou assez public, et bien j'espère qu'aujourd'hui et la journée de samedi pourra contribuer à ce qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Thank you.